Le Sahara, on imagine tout de suite cette immensité fascinante, mais pour l'agriculture, c'est un défi énorme, n'est-ce pas? Des sols sableux, naturellement pauvres, qui, ils ont du mal à garder l'eau, les nutriments. Alors, la grande question, c'est comment on fait pour développer une agriculture qui tienne la route dans ce milieu si particulier? Est-ce qu'on peut vraiment rendre ces terres plus fertiles durablement, sans forcément épuiser les ressources ou dépendre à fond d'engrais chimiques qui viennent de loin? Justement, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger dans une initiative qui semble vraiment prometteuse. Décrite dans une fiche technique, le projet Compost Agritexol. L'idée de base, elle est assez audacieuse. Prendre des déchets locaux, qu'on voit souvent comme un problème, et les transformer en une sorte d'or noir pour les sols du Sahara. Notre guide pour cette exploration, ce sera donc cette fiche technique détaillée du projet Agritexol. On va s'appuyer dessus. Notre objectif aujourd'hui, c'est de bien comprendre la logique derrière tout ça. Comment il compte s'y prendre pour créer un compost vraiment taillé pour le sahariel? Comment cette idée de valoriser des déchets verts et même des bouts de stations d'épuration s'inscrit dans une économie circulaire? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut attendre comme bénéfice concret? Pour les sols, bien sûr, mais aussi pour l'environnement, pour l'économie locale. Oui, c'est une démarche tout à fait pertinente. Aujourd'hui, on voit partout, hélas, une dégradation des sols. Mais c'est vrai que dans les zones arides comme le Sahara, le phénomène est, disons, amplifié. Et puis, il y a cette dépendance aux engrais chimiques. Ils sont souvent chers, importés, et leur impact environnemental n'est pas neutre, loin de là. Donc, chercher des solutions locales, basées sur ce qu'on a sur place et qui suivent les principes de l'économie circulaire, ça semble pas juste intéressant, mais nécessaire. L'idée de boucler les cycles, de valoriser les déchets disponibles localement, c'est vraiment au cœur d'une agriculture plus résiliente, quoi. Absolument. Et pour bien comprendre l'intérêt du projet, revenons juste une seconde sur le point de départ. Ces fameux sols sahariens. Le document le dit bien, hein, ils sont surtout sableux. Concrètement, ça veut dire quoi? Très peu de matière organique naturelle, une structure qui laisse filer l'eau, hop, très vite, et donc une faible capacité à garder les nutriments pour les plantes. C'est un vrai casse-tête pour cultiver. Exactement. Et cette matière organique, c'est vraiment la clé, surtout dans un sol comme ça, un sol sableux. Imaginez le sable comme des millions de petites billes, quoi. L'eau, les nutriments, ça passe à travers très facilement. La matière organique, elle agit un peu comme un liant, une sorte de colle naturel. Elle va agréger ces particules de sable. Ça crée une structure plus stable avec des petits trous, des micropores qui retiennent l'eau un peu comme une éponge et des plus gros, les macropores, pour que l'air circule. Et puis, la matière organique, c'est aussi une réserve de nourriture pour les plantes et elle augmente beaucoup la capacité du sol à retenir les nutriments qu'on apporte. Sans elle, on a beau arroser, mettre de l'engrais, une bonne partie est perdue, lessivée. C'est du gaspillage et ça limite vraiment la croissance. D'où la solution mise en avant par Agritexol, le compost. Le projet le présente comme la réponse stratégique. On insiste sur ses qualités, écologiques parce que ça utilise des processus naturels, local basé sur les ressources dispo sur place, et circulaire puisque ça transforme des déchets en produits utiles. La fiche identifie d'ailleurs deux sources principales de matières premières en Algérie. D'un côté, les déchets végétaux classiques, résidus de culture, déchets verts des villes, et de l'autre, une source peut-être moins évidente, mais apparemment stratégique, les bouts des stations d'épuration, les steppes. Oui, et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est cette double casquette, cette double valorisation. On s'attaque d'un côté aux déchets verts, qui sont souvent soit sous-utilisés, soit carrément brûlés, ce qui n'est pas idéal, et de l'autre, à un déchet urbain plus complexe à gérer, on va dire, les bouts de steppe. Ces boues, c'est vrai, elles contiennent des nutriments intéressants comme l'azote, le phosphore. Mais attention, elles peuvent aussi contenir des choses moins désirables si on ne les traite pas correctement. Donc le projet vise à transformer ces deux flux, qui sont très différents, en un amendement organique stable et surtout sûr. Le compostage, il faut le rappeler, c'est un processus biologique qu'on maîtrise. On crée les bonnes conditions, humidité, air, équilibre des ingrédients, pour que les micro-organismes fassent leur travail. Dégrader la matière, la stabiliser et l'assainir. C'est une sorte de coup d'accélérateur contrôlé sur un processus naturel, en fait. D'accord. Du coup, le projet a des objectifs bien précis, listés dans le document. Premièrement, produire un compost vraiment fait pour le Sahara, pour ses sols, son climat. Deuxièmement,
Valoriser ces déchets, vers et boues, en créant une filière locale d'économie circulaire. Ça, on l'a compris. Troisièmement, et c'est le cœur du sujet, améliorer les sols durablement. Plus de matière organique, meilleure structure, meilleure rétention d'eau, plus de vie dans le sol. Et enfin, quatrièmement, aider les agriculteurs à être moins dépendants des engrais chimiques qui coûtent cher et polluent. Oui, et si on prend un peu de hauteur, on voit bien comment tout ça s'emboîte. Ça répond à des défis qui sont liés entre eux. D'un côté, des enjeux environnementaux urgents. La gestion des déchets qui augmente, la pollution des sols, de l'eau. De l'autre, un enjeu agronomique majeur. Comment on assure la productivité, la résistance des cultures dans des conditions difficiles qui en plus changent avec le climat. L'approche Agritexol, elle essaie de lier tout ça, de considérer le déchet d'un secteur comme une ressource pour un autre. C'est ça l'idée intégrée. Alors concrètement, comment ça se passe? Comment on fabrique ce compost? Le document décrit 2 filières. Pour les déchets végétaux, ça a l'air assez classique. On collecte, on met en andin ces émontats, là, on arrose, on retourne pour l'aération, et hop, on laisse mûrir 3 à 6 mois. Simple, direct. Par contre, pour les bouts de steppe, là, la fiche insiste sur un processus plus strict, plus contrôlé, avec des précautions. Il y a une étape clé au début. Déshydratation, stabilisation des bouts. C'est marqué comme crucial. Ensuite, on mélange ces bouts traités avec des déchets végétaux. Pourquoi ce mélange? Pour l'aération et aussi, point technique, pour équilibrer le rapport carbone-azote, le fameux CN. Mais surtout, ce qui est vraiment mis en avant, c'est la surveillance sanitaire, très stricte. Pourquoi cette insistance sur le sanitaire pour les bouts? C'est si risqué? Ah oui, là, c'est absolument fondamental. Ce n'est pas négociable pour utiliser ces boues en agriculture. Ces boues, elles sont riches en nutriments, c'est vrai, mais elles peuvent aussi concentrer des éléments potentiellement problématiques. Des pathogènes, bactéries, virus, parasites, et puis des contaminants chimiques, métaux lourds, résidus de médicaments, etc. Donc, une bonne stabilisation, par compostage ou une autre méthode, ça vise d'abord à réduire massivement ces pathogènes et le contrôle qualité hyper rigoureux à toutes les étapes et sur le produit fini, il est là pour garantir que les contaminants chimiques restent bien en dessous des normes autorisées pour l'agriculture. C'est la condition sine qua non. Sans ça, on mettrait en danger les sols, les cultures et au final, la santé des gens et l'environnement. Donc oui, la sécurité sanitaire, c'est la priorité absolue pour les boues. D'accord, c'est très clair. Et pour le rapport carbone-azote, le CN, c'est un peu le thermostat du compostage, si vous voulez. Les microbes qui décomposent, ils ont besoin de carbone pour l'énergie et d'azote pour construire leurs cellules. Il faut le bon équilibre au départ, souvent autour de 25 à 30 parts de carbone pour une part d'azote. Ça assure que les microbes travaillent bien, vite, et ça limite les pertes d'azote sous forme d'ammoniac, ce qui sent mauvais, et diminue la valeur fertilisante. Les déchets verts sont souvent riches en carbone, paille, bois, les boues plutôt en azote. Donc le mélange, ça permet d'avoir ce bon équilibre pour que le moteur du compost tourne à plein régime. Je comprends mieux l'importance de ces étapes spécifiques pour les boues. Ok. Une fois qu'on a ces composts de base, le projet ne s'arrête pas là, si j'ai bien lu. La fiche parle de différentes formulations. Il y a le compost brut, direct pour le champ, mais aussi une version en granulé ou pelletisé. Et puis il y a ce produit un peu plus sophistiqué, appelé compost enrichi ou même super amendement. C'est quoi exactement ce super truc? Alors, l'idée derrière ces différentes formes, c'est d'adapter le produit final pour des usages précis, pour améliorer ses performances, ou juste pour qu'il soit plus facile à utiliser. La granulation ou la pelletisation, par exemple. On transforme le compost brut, qui peut être un peu hétérogène, volumineux, en petits granulés réguliers. Ça change tout pour le stockage, le transport et surtout l'épandage avec les machines agricoles classiques. C'est beaucoup plus simple. Et en plus, cette forme plus dense, elle peut libérer les nutriments plus lentement dans le sol. C'est intéressant ça, surtout dans les sols sableux où tout a tendance à filer vite avec l'eau. Ah oui, la libération lente, c'est malin. Exactement. Et pour le compost enrichi, là, on va encore plus loin. On ajoute au compost de base d'autres ingrédients pour lui donner des propriétés spéciales. La fiche mentionne par exemple le biochar. C'est du charbon végétal obtenu par pyrolyse. Il a une structure très poreuse, très stable. Ça aide énormément à retenir l'eau et les nutriments sur le long terme. Et ça crée un super habitat pour les bons microbes du sol. On parle aussi d'algues. Elles peuvent apporter des oligo-éléments, des substances qui stimulent la croissance des plantes, ou encore des polymères naturels qui absorbent l'eau. Là, on augmente de façon spectaculaire la capacité du sol à stocker l'eau. Évidemment, en zone aride, c'est crucial.
C'est une sorte d'ingénierie douce du sol, quoi. On combine les avantages du compost avec les plus d'autres matériaux, souvent naturels ou biosourcés, pour faire un amendement sur mesure haute performance. D'accord, donc si je résume la gamme, un compost végétal brut, l'amendement de base, un compost de boue stabilisé qui apporte plus de nutriments type azote, phosphore, mais avec cette vigilance sanitaire max. Et ce super amendement enrichi pour une action coup de pouce, plus durable, surtout là où c'est vraiment difficile. C'est bien ça l'idée? C'est tout à fait ça. Cette diversification, ça permet d'être plus fin dans l'approche. On peut choisir le produit le plus adapté en fonction de l'état du sol au départ, de ce qu'on veut cultiver, et puis aussi sans doute des moyens de l'agriculteur. Ce n'est pas une solution unique pour tout le monde, mais une palette d'outils pour améliorer les sols de manière plus raisonnée et efficace. Très bien. Alors venons-en aux impacts attendus de ce projet Agritech Sol. Le document en liste pas mal, dans plusieurs domaines. D'abord sur le plan agronomique. Là, les attentes sont claires. Meilleure structure du sol, donc l'eau s'infiltre mieux, elle reste plus longtemps, moins d'érosion. Enrichissement en matière organique stable, l'humus. Apport de nourriture pour les plantes, azote, phosphore, etc. Et puis, un coup de fouet à la vie du sol, les vers, les microbes. Le moteur de la fertilité, quoi. Ensuite, au niveau de l'environnement. Les bénéfices semblent importants aussi. Moins de déchets qui finissent en décharge ou qui sont brûlés. Ça évite de la pollution, des gaz à effet de serre. Et puis, potentiellement, moins besoin d'engrais chimiques de synthèse. On sait que leur production consomme beaucoup d'énergie et que leur utilisation peut polluer l'eau et les sols. Donc le projet aide à nettoyer en amont, déchets, et en aval, agriculture. Et il y a aussi la dimension économique et sociale, qui est bien présente dans l'affiche. On parle de création d'emplois locaux. Pour la collecte, la production sur les plateformes, le conditionnement, la vente. Pour les agriculteurs, utiliser ce compost local, ça pourrait être une économie par rapport aux engrais achetés ailleurs. Et à terme, peut-être de meilleurs rendements, des fermes plus résistantes. Et plus largement, le projet veut créer une vraie filière économique locale basée sur l'économie circulaire. Ça tisse des liens entre les villes qui produisent les déchets et les campagnes, le Sahara, qui utilisent la ressource. C'est intéressant de voir comment un truc technique peut avoir des effets aussi larges. Oui, c'est exactement cet aspect systémique qui est passionnant. Ce n'est pas juste une histoire d'améliorer le sol dans son coin. C'est une tentative de réorganiser les flux de matière, de créer de la valeur agronomique, environnementale, économique, en reliant des secteurs, déchets urbains, agriculture, et des territoires, villes, zones rurales, Sahara, qui souvent communiquent mal sur ces sujets. Cela dit, attention, cette approche intégrée, ça pose aussi de sacrés défis. La pérennité économique de la filière, par exemple. C'est un gros morceau. Comment on équilibre les coûts collecte, traitement, transport, parfois loin vers le Sahara, avec le prix que les agriculteurs peuvent ou veulent payer pour le compost. La logistique, le modèle économique, ça doit être hyper bien ficelé pour que ça tombe sans dépendre éternellement de subventions. Oui, point crucial. La fiche technique mentionne d'ailleurs les différents acteurs qui doivent jouer ensemble pour que ça marche. Il y a les collectivités locales pour la gestion des déchets verts, des boues, les instituts de recherche, les universités pour l'expertise scientifique, la mise au point des recettes, le suivi qualité, les entreprises agricoles, les agriculteurs du Sahara évidemment comme utilisateurs finaux et partenaires pour tester sur le terrain, et puis peut-être des ONG, des bailleurs de fonds pour lancer la machine, financer les premières installations, accompagner. C'est tout un écosystème à faire fonctionner. Et pour l'avenir, le projet semble viser une montée en puissance progressive. D'abord une phase pilote, avec des petites unités de compostage, peut-être près des grandes fermes, pour tester, optimiser les recettes, valider les bénéfices à petite échelle. Ensuite, développer et tester ces fameux super amendements enrichis, pour les situations plus compliquées. Et l'ambition finale, phase 3, structurer une vraie filière nationale pour produire et distribuer ce compost saharien, voire même l'exporter vers d'autres pays qui ont les mêmes problèmes. Oui, cette approche par étapes, c'est prudent et c'est réaliste. Ça permet d'apprendre en faisant, d'ajuster les aspects